Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. La Formule 1 prépare le Grand Prix de Las Vegas pour toujours. Alors, est-ce que ça veut dire que le Grand Prix de Las Vegas va rester au calendrier pour la vie, jusqu'à la fin de la Formule 1 ? Le Grand Prix de Las Vegas continue de se préparer, grâce notamment aux investissements de la F1. En effet, la discipline a elle-même pris en charge la promotion d'événements via l'entreprise Formula One Las Vegas Grand Prix. Celle-ci a acheté un terrain qui servira d'implantation du paddock, du circuit, lors de la venue de la Formule 1, dans la capitale du jeu, mais qui permettra aussi l'organisation d'événements variés au cours de l'année. Emily Prazer, vice-présidente et directrice commerciale de l'entreprise, fait le point sur la préparation du projet. De notre point de vue, nous avons acheté un terrain avec l'intention d'organiser une course ici. Je ne pense pas que nous ayons l'intention d'être ici pour 3 ans seulement. Nous voulons être ici pour toujours. C'est un marché unique et un endroit où nous pensons pouvoir continuer à développer le sport. Nous sommes donc très enthousiastes à l'idée de cette infrastructure permanente qui sera mise en place. Nous cherchons à savoir comment exploiter ce morceau de terrain et ce que nous y ferons tout au long de l'année deviendra une expérience comme aucune autre à Las Vegas. Le Grand Prix de Las Vegas se prépare même avec des modifications d'infrastructure autour du futur paddock, afin d'éviter aux membres de l'équipe et au personnel de la F1 de se retrouver pris dans le trafic généré par les casinos. Une planification importante a été mise en place dans les réunions quotidiennes avec les complexes hôteliers et les casinos autour de la façon dont nous nous assurons que l'île que nous créons est complètement accessible, principalement pour le personnel. Une chose que nous n'avons pas vraiment pris en compte, c'est le rythme des changements d'équipe et le nombre de personnes qui travaillent à Las Vegas dans l'industrie hôtelière. Nous construisons donc des ponts pour nous assurer que les gens puissent entrer et sortir de cette zone du circuit intérieur autant que possible, et nous avons été stratégiques quant aux endroits où nous plaçons les zones de trafic vraiment lourdes. Écoutez, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ce Grand Prix de Las Vegas. Ça sera dans un an, un peu plus, en novembre 2023, donc va falloir patienter. Ouais, c'est exactement le 18 novembre, la course. Une semaine avant la fin du championnat. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que Las Vegas pourra rester au calendrier pour toujours ? Bon, alors, en prendre avec des pincettes, c'est pas officiel, mais il pourrait recevoir Leclerc une pénalité de 5 places sur la grille. Il risquera de mettre un nouveau moteur dans la Ferrari. C'est ce que rapporte Motorsport Italia avant le Grand Prix d'Austin au circuit des Amériques. Le média croit savoir que Ferrari utilisera un 6e moteur de l'année pour Leclerc, ce qui lui vaudra une pénalité de 5 places. Ce qui est intéressant dans ce changement de moteur, c'est que le nouveau moteur, qui sera utilisé pour les 4 dernières courses, a déjà des modifications destinées à la saison prochaine. Le moteur au spec 2023 devrait non seulement fournir à Leclerc un moteur plus fiable, qui pourra être pleinement ouvert lors des prochaines courses, mais aussi donner à l'équipe une bonne chance de voir si elle est déjà sur la bonne voie en termes de développement pour l'année prochaine, en effet 2022. En 2022, l'équipe a démarré fort et semblait avoir des chances de remporter les titres, mais à la mi-saison, elle s'est effondrée à Red Bull, et Verstappen se sont enfuis. La FIA a donné son accord pour l'utilisation du nouveau moteur. Motorsport rapporte que la FIA l'a autorisé car l'organisation profite aussi de cette phase de test. Le moteur ne contiendra pas encore de réelles améliorations, mais il contiendra de nouvelles solutions contre les problèmes existants des moteurs de F1. Ça concernera principalement le matériel. Avec la pénalité de 5 places sur la grille, Leclerc doit déjà faire une concession à l'avance sur son rival Pérez. Et oui, parce qu'il joue la P2 quand même. Il est donc possible que Ferrari, qui peut utiliser tout le potentiel du nouveau moteur, puisse se frayer un chemin vers l'avant ce week-end. Bon, après 5 places, c'est pas énorme comme pénalité. En admettant qu'il fasse premier ou deuxième, il sera au pire 6ème, 7ème, ça va, c'est pas... Pour remonter, il a quand même une bonne voiture, ça devrait aller. C'est un peu comme Mercedes l'an dernier, où Hamilton enchaînait les pénalités moteurs, au final, ça donnait un boost incroyable, et il pouvait remonter assez facilement. Mais bon, c'était un risque, parce qu'il pouvait toujours y avoir des accrochages quand même. Donc voilà, je vous laisse commenter, ciao. Horner se dit prêt à travailler gratuitement chez Red Bull. Non mais il faut qu'il arrête lui, franchement. Son salaire se situera entre 10 et 12 millions de dollars, mais l'homme de 48 ans a précisé que l'argent n'était pas un facteur de motivation. Je vais au travail et chaque jour j'aime ce que je fais, a-t-il déclaré. Je suis reconnaissant d'être payé pour faire un travail qu'en fait je ferai gratuitement parce que je l'apprécie et je l'aime. Mais tu ne ferais pas ça gratuitement, arrête un peu. Personne ne veut travailler gratuitement, quoi. J'aime travailler avec les gens, j'aime le sport, j'aime la compétition, je serais probablement complètement inemployable dans une autre forme de vie, et je pense que si vous avez une passion pour quelque chose que vous faites d'autant mieux. L'argent, au bout du compte, n'est qu'une évaluation du succès, et ne devrait pas être la raison pour laquelle vous allez travailler, et pour moi, tant que j'ai cette motivation et ce plaisir, dans les mauvais jours comme dans les bons, c'est ce qui me motive. Peut-être qu'un jour, il y aura un jour où j'en aurai assez, mais je ne peux pas le voir ou l'envisager. Magnifique.
Bah écoutez, du coup, pour économiser du budget chez Red Bull, payez pas Horner, du coup, il veut travailler gratuitement, et ça le dérange pas. Donc économiser 10 millions de dollars, voire 11, voire 12 chez Red Bull, hein. D'accord? Allez, ciao ciao. Alors, Mercedes Vision EQX6, le concept façonnera la future petite berline électrique. Alors, ok, c'est ce qu'a confirmé Robert Lesnick, responsable du design extérieur à Autocar. D'après ses confidences, la prochaine berline électrique de Mercedes adoptera des codes stylistiques inspirés par le concept car. Bah, c'est cool. Alors, j'aime bien, ils disent petite berline, 4,70 m quand même, hein. C'est pas si petit, hein. Donc cette berline 4,70 m se placerait comme le pendant électrique de la Mercedes classe C, difficile de la nommer EQC pour le moment en raison de la présence du SUV. Et oui, le fameux EQC qui ne marche pas très bien, on va pas se mentir. L'auto sera rattachée à la nouvelle entrée de gamme de Mercedes, la famille Entry Luxury, visera la i4 et la Model 3. Outre son design encore plus lisse que sur les EQ actuels, la berline embarquera des solutions techniques visant à améliorer l'autonomie. C'est sur la version MG, plus exclusive, que se retrouveront toutefois les dispositifs aérodynamiques actifs, dont le spoiler et le diffuseur rétractable. Aucune info supplémentaire n'a été communiquée. Elle sera sur la nouvelle plateforme MMA, à ne pas confondre avec le sport ou l'assurance, n'est-ce pas? Donc voilà, et pourquoi ils font pas une petite citadine comme ça, là, en version modèle réduit? Je sais pas, 4,20 m, allez, max. Avec ce design-là, mais moi j'achète, hein. J'achète, hein. T'as 450-500 km d'autonomie, quoi. Voire plus, peut-être, s'ils mettent une grosse batterie. Bon, allez, hop, je vous laisse réagir. Hamilton, Mercedes est à l'auteur du défi pour 2023. L'équipe veut revenir au sommet face à Red Bull et Ferrari. Je suis ici depuis si longtemps, je sais combien de temps il faut pour changer les choses, je sais combien les processus sont longs, les décisions doivent être prises des mois à l'avance par rapport à la direction que l'on prend. Vous êtes continuellement en train de rassembler des données et d'obtenir différents éléments d'information qui peuvent modifier les choses en cours de route. Une chose est que j'ai une confiance de 1000% à mon équipe. Je dirais qu'avec la façon dont les règles sont, je sais que ça peut être difficile pour tout le monde. Tout le monde va devoir aller encore plus loin au cours des 6 prochains mois et ça va pas être facile. Mais je sens que tout le monde est à la hauteur du défi, à la hauteur de la tâche. Hamilton compare ce que doit faire Mercedes pour venir au sommet par rapport à la situation de Red Bull. Si vous regardez Red Bull, ils ont une voiture incroyable. Chaque personne là-bas a fait un travail incroyable cette année à l'ensemble. Donc leur voiture va probablement continuer à évoluer, tout comme celle de Ferrari, bien qu'elles aient eu des problèmes au départ. Nous avons dû faire un pas en arrière et changer de vitesse et aller dans une direction différente en espérant dans la bonne direction. Le Britannique rappelle qu'en début de saison, il a sacrifié une grande partie de ses week-ends à tester des réglages différents le vendredi, pour comprendre les directions à prendre. Mais en tant que pilote le plus expérimenté, il a jugé que c'était son rôle, quitte à être moins performant. Et oui, c'est aussi pour ça qu'il a moins de points que Russell, hein, les haters d'Hamilton là. Et il s'empresse à dire qu'il est fini Hamilton parce que Russell est devant au classement. Tu parles, ouais. Et il faut aussi voir la chatte qu'il a eu Russell dans les courses, hein, globalement. Plus de réussite qu'Hamilton, hein, notamment au niveau des safety cars encore. Je pense que nous avons appris grâce aux données. J'ai tout testé sur la voiture, j'ai testé 100 fois tous les réglages possibles et j'en ai payé le prix pendant la première moitié de saison. Mais pour moi, il s'agissait d'acquérir des connaissances pour l'équipe afin qu'ils puissent littéralement cocher la case et dire si ça marche ou pas. J'ai senti que c'était vraiment mon rôle. Oui, je suis derrière en termes de points, mais c'est une vue d'ensemble. J'espère que ce travail aura un meilleur impact sur notre direction, non seulement pour les courses restantes de cette année, mais aussi pour l'année prochaine parce que je fais partie de ce gouvernail. J'espère que nous pourrons nous battre l'année prochaine et nous devons juste en parler et travailler sur ça. Très bien. Eh bien, nous verrons cela. Allez, je vous laisse commenter. Alors, 8 pilotes de F1 inclus dans le top 100 des athlètes les plus vendeurs. Hamilton est même dans le top 3. Bravo, Lewis. Quel talent. Alors, du coup, on va continuer un tableau récapitulatif. Le premier, c'est Cristiano Ronaldo, le joueur de foot. La tennisman Serena Williams, deuxième, putain. Hamilton, donc P3. LeBron James, quatrième, Messi, 5. Naomi Osaka, tennis, 6ème. Un mec du cricket, je connais pas. Alex Morgan, football, 8. Sam Kerr, 9. Tom Brady, NFL, 10ème. Les pilotes de F1 dans le top 100. Alors, on a Lewis Hamilton, 3ème. Putain, derrière, faut arriver à la 25ème place avec Charles Leclerc. Max Verstappen est 33ème, tiens donc, comme son numéro en 2021. Incroyable coïncidence. Donc, Charles Leclerc est quand même bien mieux placé que Max Verstappen, bizarrement, alors que celui-ci a 2 titres. Ouais, bon, c'est quand même humiliant, je dirais. Et George Russell est juste derrière lui, 35ème, Perez 36, Alonso seulement 60ème. Oh putain. Sainz 66 et Ricciardo 82ème. Ah ouais, Alonso, pareil, hein, dis donc, lui il a 2 titres, il est encore en bonne forme et tout. Il est que 60ème athlète le plus vendeur. Bon, bah. Finito, Fernando. Bon, pas au niveau du talent en tout cas. Par contre, au niveau des athlètes les plus vendeurs, c'est pas ça. Voilà, vous en pensez quoi de ce classement
Bye. Pourquoi McLaren a arrêté les discussions avec Audi? Ah bah décidément. En fait, on se demande s'ils vont vraiment aussi revenir en F1, enfin arriver en F1, parce qu'ils sont jamais venus en F1 Audi. Avant que nous apportions des investissements à McLaren, c'était difficile économiquement, a déclaré Braun. Mais maintenant que nous avons les investisseurs, nous en sortons très bien. On a une trésorerie positive, nous sommes autonomes, en pleine forme. Il est évident que j'ai une entreprise à gérer, dont je dois être économiquement responsable. Mais je suis en mesure de faire des investissements si je pense que ça va améliorer les perfous. Nous sommes notre propre entreprise, notre propre entité. Ce qui se passe dans le secteur automobile est une entreprise totalement distincte. Nous sommes une équipe de course autonome, à la trésorerie positive et bientôt rentable. Nous sommes donc en excellente posture. Alors, cependant, McLaren F1 et Automotive ont plusieurs possibilités de travailler ensemble. Nous partageons une marque et Michael Latos, qui est PDG de McLaren Automotive, et moi avons une bonne relation. Nous faisons donc énormément de marketing croisé parce que nous avons des clients communs. Les gens qui achètent des voitures de McLaren Automotive sont passionnés de Formule 1. Et les fans de F1 sont généralement passionnés de voitures de sport. Il y a donc une énorme synergie. Braun révèle que la raison de l'interruption des discussions était la volonté d'Audi de devenir actionnaire majoritaire de McLaren. Selon les rumeurs, c'est ce que pourrait faire le constructeur allemand chez Sauber, mais McLaren ne voulait pas d'un tel partenariat. McLaren Group, son actionnaire majoritaire Mumtalakat, ainsi que le deuxième actionnaire majoritaire TAG Group, bureau familial de Mansour Roger, si vous voulez, sont très passionnés par l'équipe de course et n'avaient aucun intérêt à en céder le contrôle majoritaire. Au bout du compte, c'est ce qui intéressait Audi, et c'est un niveau de propriété qui n'intéressait ni McLaren Group, ni MS Sport d'ailleurs. C'est finalement pourquoi ces discussions ont pris fin. Audi voulait faire comme Porsche avec Red Bull en fait. Il voulait prendre le contrôle de l'équipe de façon majoritaire. Alors c'était peut-être pas autant que Porsche, je sais pas, mais en tout cas, même groupe, même mentalité visiblement. Donc où est-ce qu'ils vont aller Audi maintenant? Je sais pas, vers Sauber peut-être. Je vous laisse commenter. Ciao ciao. As, Steiner admet que c'est 50-50 entre le Schumacher et Hülkenberg. Nous ne prendrons pas de décision entre Austin et le Mexique. Bon ok, donc jeudi là, demain soir, il y a une conférence de presse à 19h heure française. Donc j'imagine qu'ils vont pas annoncer le pilote, sinon c'est un menteur, Steiner. Donc c'est toujours 50-50 entre Mick et un autre pilote. Alors, du coup, il ne précise pas que c'est Hülkenberg le pilote. Nous ne prenons pas de décision entre Austin et le Mexique simplement parce que nous n'avons pas le temps. La prochaine possibilité serait après le Mexique, car nous aurons plus de temps pour régler ça. Voilà qui laisse donc à Mick Schumacher l'occasion de briller encore 2 fois, comme le souhaite Gene Haas. En tant que sportif, vous êtes toujours sous pression. Il sait qu'il doit être performant. Nous en parlons ouvertement. La pression n'est pas une mauvaise chose, car avec la pression, vous avez une opportunité aussi. Je pense qu'il peut bien la gérer. Nous sommes revenus du Japon dans le même avion, et il était plutôt de bonne humeur. Il a grandi dans une famille de coureurs, et il sait de quoi il s'agit. Ça fait partie de son travail. En parallèle, Steiner admet qu'il a eu de véritables discussions avec Hülkenberg, qui souhaite revenir sur la grille. Je lui ai parlé, je connais Dingo depuis longtemps, mieux que je connais Ricciardo par ailleurs. Nous parlons, mais rien n'a été fait ou signé, c'est 50-50. Bon, là, je pense qu'ils bluffent, je pense qu'ils savent ce qu'ils vont faire déjà. C'est pas une course ou deux de plus qui vont changer ce qu'a fait jusqu'à présent Mick, je pense. Sachant que là, la voiture, elle est plus trop capable de marquer des points à la régulière quand même, on va pas se mentir. Donc des points, il en rapportera pas. Hein. C'est mort. Il fallait le faire en début de saison, quoi. Comme Magnussen a fait d'ailleurs. Mais c'est vrai que Mick, depuis quelques courses, il devance Magnussen régulièrement. Il faut le dire. Par contre, il se crache un peu trop encore. Il n'y aura pas de hiérarchie entre Ocon et Gasly selon Rossi, sûrement. Ouais, c'est ça. Il a déclaré ça à RMC. Il n'y en a pas aujourd'hui avec Alonso et Ocon, il n'y a pas de différence de pédigré entre Gasly et Ocon, ils sont pareils. Sur la rivalité, quand ils se sont vus, on sentait qu'ils se connaissaient depuis 20 ans. J'ai l'impression qu'ils se disent qu'il y a une chance, ils sont matures, et maintenant j'espère. J'aime bien le j'espère. Ils ont envie de faire quelque chose de beau ensemble. On peut faire n'importe quoi à 15 ans, mais à 26 ans, il faut être sérieux. C'est potentiellement un de leurs derniers contrats majeurs, car les carrières commencent tôt maintenant. À 26 ans, à moins d'être un excellent champion, on arrive dans « Est-ce que tu as percé ou pas ?» Je compte sur eux pour montrer qu'ils ont appris l'intérêt de leur équipe et de le leur, c'est de progresser. Rossi admet que l'expérience de Gasly avec 3 podiums et même une victoire à Monza en 2020 est absolument ce dont nous avons besoin pour continuer à progresser. Il a un potentiel de progression encore important puisqu'il n'a que 26 ans. C'est un garçon très intelligent qui sait développer des monoplaces. C'est absolument ce dont on a besoin pour progresser. On l'a pris parce qu'il répond à tous les critères. En plus, il est français. Ça tombe bien. Donc on est un peu l'équipe de France de Formule 1 maintenant. C'est ça, ça c'est beau. À ce sujet, aussi précise d'ailleurs, on visait pas de faire une écurie 100% française. D'abord, c'est la performance du pilote qui compte. Comme je l'ai dit, on a pris le meilleur pilote disponible, voire pas disponible qu'il a fallu chercher. Mais l'idée était de prendre ce qu'il y a de meilleur pour que l'écurie, elle progresse. Il fallait un pilote capable de gagner des points tout de suite avec le monoplace et Pierre l'a déjà montré qu'il était capable de faire ça.
Bon bah écoutez, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner, hein. Ça va être la grande interrogation, le duo de choc chez Alpine en 2023. En plus de la performance de Mercedes, Ferrari et Red Bull également. Et de Piastri aussi. Allez, beaucoup d'interrogations pour l'année prochaine, dis donc. Ciao, ciao. Le programme du Grand Prix des États-Unis ce week-end. Alors, on va enchaîner avec 2 Grands Prix de suite, hein. Les États-Unis et le Mexique la semaine d'après. La semaine d'après, on changera d'heure. Pas cette semaine, pas ce week-end. Alors, horaire tardive hein, pour ce Grand Prix des États-Unis. Essai libre 1 à 21h, 22h. Bon, ça va. Par contre, les essais libres 2, minuit, 1h30. Et oui, ils ont rajouté 30 minutes parce qu'il y a les essais Pirelli en plus. On vous remercie pas, hein. Donc, je streamerai tout. Voilà, même si ça se finit tard, bon, voilà, je me coucherai tard et puis voilà. Par contre, le débrief des essais, ça sera le samedi matin, hein, pas le vendredi dans la nuit. Évidemment. Pareil pour les qualifs d'ailleurs, les essais 3 à 21h, 22h, et les qualifs de minuit à 1h, horaire tardif aussi, et la course 21h, dimanche. Ah, ça c'est sur C8 aussi! Ah ben je viens de découvrir ça les gars. Incroyable, attendez. Voyons donc. Ah oui, je vois ça là, regardez. Grand Prix des États-Unis. Incroyable! Ben personne l'a communiqué ça pourtant. Bah écoutez, voilà, bonne surprise, Grand Prix des États-Unis sur C8. Bah du coup, je vais peut-être regarder la télé sur C8. Je streamerai aussi, hein, je mettrai le son de canal, mais bon, ça sera en décalé du coup. Et je réagirai par rapport à ce que moi je vois à la télé, en direct sur C8 en HD, donc voilà. Même s'il y aura des pubs, tant pis. Voilà, bah écoutez, bonne surprise, je vais passer la météo vite fait quand même. Ah bah, la météo les gars, c'est grand beau temps, hein. Bon, c'est peut-être pas plus mal parce que la pluie, c'est vrai qu'à Suzuka, on en a eu trop. Et la pluie, quand il y en a un peu, ça va, mais quand il y en a trop, ça va pas. Ça va pas du tout, c'est trop. Donc là, il risque pas d'y en avoir. Donc 31 degrés le samedi, 30 degrés le dimanche. Ça va être des conditions estivales, hein, pour le coup. Au Texas, donc voilà pour ce programme du week-end.